Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, l'heure d'un nouveau journal de l'Afrique et à la une de l'actualité. Le départ annoncé de Yahya Jammeh, le président sortant de la Gambie accepte de céder son fauteuil à Adama Barrow, le président investi. Une décision prise in extremis sous la pression de la CEDEAO. Donald Trump est officiellement entré en fonction ce vendredi. Barack Obama lui tire sa révérence. Le premier président noir des États-Unis d'Amérique marquera jamais l'histoire. On verra quel héritage il laisse en Afrique, notamment à l'issue de ses 8 années de mandat. Lâché de tous, au pied du mur, Yahya Jammeh a fini par lâcher prise. Il quitte le pouvoir auquel il s'était tant accroché. Un départ annoncé par Adama Barrow, le président légitime de la Gambie. Le point sur les derniers développements avec Laurent Berstecher. Après l'incertitude, le soulagement. Le président sortant, Yahya Jammeh, aurait accepté vendredi de quitter le pouvoir et la Gambie, selon le président élu, Adama Barrow. Le règne de la peur ne fait plus la loi en Gambie. Yahya Jammeh a complètement cédé le pouvoir. Il ne fait plus partie de la question gambienne. Une annonce qui fait suite à une ultime médiation du président guinéen Alpha Condé. Avant lui, plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Ouest s'étaient également rendus à Banjul pour tenter de convaincre Jammeh de se retirer. Le président de la CEDEAO avait, lui, lancé un ultimatum jeudi, menaçant de déloger Jammeh par la force si nécessaire, alors que plus de 7000 soldats s'étaient massés le long de la frontière sénégalo-gambienne. Si à midi, il n'accepte pas de quitter la Gambie sous la bannière du professeur Alpha Condé, alors les troupes vont passer à l'intervention militaire proprement dite. Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 1994, avait initialement reconnu sa défaite lors des élections de décembre. Mais le chef d'État avait ensuite changé d'avis et contesté les résultats. Le vainqueur de l'élection, Adama Barrow, a prêté serment jeudi à l'ambassade gambienne de Dakar. Je me tourne vers vous, Mamadou Assaouane. Vous êtes journaliste à France 24. Vous êtes originaire de Gambie. Vous connaissez bien ce pays. Mamadou, Yahya Jammeh s'est accroché coûte que coûte pendant plus de 15 jours. Il était même peut-être presque dans le déni. Alors comment expliquer finalement ce renoncement ? Yahya Jammeh était dos au mur, il avait même l'arme de la CEDEAO sur la tempe, il n'avait plus le choix. Depuis le début de la crise, tous ses soutiens les plus proches l'ont lâché un à un. Les ministres ont démissionné tour à tour et il y a quelques jours, la vice-présidente qui a occupé ce poste pendant 20 ans a même présenté sa démission. L'avocat de Yahya Jammeh qui a présenté toutes les contestations devant la Cour suprême s'est lui-même enfui et a envoyé un communiqué dans lequel il expliquait avoir agi sous la menace de Yahya Jammeh. La plus grande surprise pour Yahya Jammeh vient du chef de l'armée, Ousmane Badji, qui hier, lorsque les manifestants sont sortis pour fêter la prestation de serment de Adama Barrow à distance, à l'ambassade gambienne à Dakar, il s'est joint aux manifestants pour faire la fête, pour fêter avec eux, alors qu'il y a quelques jours, il disait qu'il allait rester loyal à Yahya Jammeh. Et ça a été la plus grande surprise. Yahya Jammeh n'avait plus le choix, donc il devait accepter de quitter le pouvoir d'une part, mais aussi de quitter le pays. Donc les deux présidents guinéens et mauritaniens n'ont pas eu beaucoup de mal à le convaincre de partir, même si les négociations ont duré 5 heures. Il semble plus que ça a porté sur les modalités de son départ. Effectivement. Alors pour l'instant, il est en train de quitter éventuellement le palais présidentiel. En tout cas, tout s'accélère. Il va forcément avoir une issue de secours. Il y a plusieurs pays qui lui ont proposé l'accueil, l'asile. Quelle destination va-t-il choisir ? Yahya Jammeh, depuis le début de la crise, les différentes médiations lui ont proposé 4 destinations. La première, c'était le Nigeria. On se rappelle qu'à la veille du départ de la deuxième tentative de médiation de Buhari et Ellen Johnson, pour le compte de la CEDEAO, le Parlement nigérien a voté une loi lui permettant d'accueillir Yahya Jammeh sur ses terres et pour qu'il puisse y vivre en sécurité. Il n'y a aucun doute sur le fait que Yahya Jammeh a balayé cette proposition d'un revers, tout simplement puisqu'il a en tête le cas de Charles Taylor qui, en 2003, pour mettre fin à la guerre civile dans son pays, le Nigeria, l'accueille, mais au bout de 3 ans après les pressions internationales, il est obligé de l'extrader. Donc Yahya Jammeh avait ça en tête, donc il a refusé le Nigeria. Deuxième solution, c'est celle du Maroc. Le Maroc lui a proposé, c'était une proposition plus ou moins potable en ce sens où Yahya Jammeh a des liens avec le Maroc puisque sa femme, de par sa mère, est originaire du Maroc. Mais à ce moment-là, on peut estimer que Yahya Jammeh pensait
qu'il allait se maintenir au pouvoir. Et maintenant, on a les deux propositions, celle de la Mauritanie et de la Guinée. La plus probable reste celle de la Guinée, bien qu'il ait des liens personnels très proches avec le président Mohamed Ould Abdelaziz. En Guinée, pourquoi? Puisque sa femme, de son père, est originaire de la Guinée. D'accord, donc il a finalement le choix entre au moins ces deux destinations. Voilà, et dans tous les cas, il restera très proche de la Gambie. Merci beaucoup Mamadou Sawane, merci pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis tournent définitivement une page de leur histoire. Donald Trump a été investi ce vendredi au Capitole à Washington, une cérémonie solennelle suivie et commentée dans le monde entier. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Les États-Unis avaient vraiment besoin de changement. Ils ont connu la même chose pendant des années. Donald Trump va apporter un nouvel élan. Je n'apporte pas mon soutien à Donald Trump. J'ai le sentiment qu'il est raciste et extrémiste. Et je ne sais même pas quelle expérience politique il a. La politique mondiale change. Je pense qu'il est temps que les gens commencent à prendre le contrôle. Je ne pense pas que Trump soit l'homme idéal, mais c'était le meilleur choix entre les deux candidats. Il y a 8 ans, l'accession au pouvoir d'un président noir avait suscité l'espoir, la ferveur même dans certaines régions du continent. Et quelques mois après son investiture, depuis le Ghana, Barack Obama avait déclaré que le sang de l'Afrique coulait dans ses veines. Alors que reste-t-il aujourd'hui de son héritage en Afrique? Élément de réponse avec Claire Price et Julie Jameau. Le premier président noir des États-Unis. Un symbole marquant pour le monde entier et particulièrement en Afrique. Barack Obama s'est rendu 4 fois sur le continent en 8 ans, en commençant par l'Égypte et le Ghana en 2009. Il a parlé de l'Afrique qui monte et a encouragé toute la nouvelle génération à croire en son avenir. Je tenais à venir ici parce que l'Afrique change. La croissance de l'Afrique est l'une des plus rapides au monde. De quoi galvaniser les foules. Partout, il est accueilli en star. Au Kenya, des bus sont peints en son honneur. En Afrique du Sud, des milliers de personnes affrontent la pluie pour écouter son discours lors des funérailles de Nelson Mandela. Je suis parti juste après le discours d'Obama. Je ne suis venu que pour ça. Au-delà des discours, il y a eu peu d'actions concrètes. Obama a lancé Power Africa, un projet de plusieurs milliards de dollars pour produire 30 000 mégawatts d'électricité sur le continent d'ici 2030. Mais il n'en génère que 400 pour l'instant. Sur le plan géopolitique, il a installé une base américaine au Niger pour combattre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Mais ces efforts n'ont pas été couronnés de succès tangibles, notamment contre Boko Haram au Nigeria. Il y a eu plus d'émotions que d'actions. On a vu beaucoup d'hystérie, beaucoup d'affection parce qu'il est des nôtres. Mais en termes concrets, il n'y a pas eu grand-chose pour booster l'économie. Au final, Obama a privilégié l'Asie-Pacifique pour sa politique étrangère. Il a promis de passer plus de temps en Afrique, mais ce ne sera plus en tant que président américain. On va s'arrêter un instant sur le Burundi, rarement à la une de l'actualité. Ce petit pays est pourtant le théâtre de violences quotidiennes depuis 2 ans. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées, des milliers d'autres ont fui vers les pays voisins. Le point de départ de cet embrasement, c'est la candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Nicolas Germain et Julie Dengoloff, nos journalistes, ont tenté de se rendre sur place, mais leur demande de visa a été classée sans suite par les autorités sans aucune explication. Ils ont alors contourné l'obstacle et se sont rendus auprès des Burundais exilés en Ouganda et en Tanzanie. Je vous propose de voir un extrait de leur reportage. Le choix du pays d'exil est un choix politique ou économique. Dans les camps fermés, une vie d'attente. Dans les villes, l'espoir de se reconstruire. L'eau que nous utilisons ici. Tous les matins, pour le soir. Quand je soulève des bidons, j'entends des douleurs qui commencent comme auparavant. En fait, la torture qui m'a été infligée retourne tout le temps. Arrivé en Ouganda, il a eu peur d'être traqué par des infiltrés. Jean était opposé au 3e mandat du président. Il a participé aux manifestations, a été arrêté par les services de renseignement
surnommé la documentation, le bras armé le plus zélé du pouvoir. Chaque policier qui veut vient pour nous battre. Il utilise les closses, il utilise les baguettes, il utilise les boîtes de chauffage. Toute personne soupçonnée de s'opposer à Pierre Nkurunziza, de collaborer avec une organisation de défense des droits de l'homme, peut finir torturée dans une cellule de la documentation. Et l'intégralité de ce reportage est évidemment retrouvée sur notre site internet france24.com en français et en anglais. Un mot à présent de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, les rencontres au sein du groupe C. Alors les Lions de l'Atlas du Maroc l'ont emporté sur les Togolais avec ce score 3-1. Les Éléphants de Côte d'Ivoire et les Léopards de la République démocratique du Congo se sont quittés sur un nul, 2-2. Et puis on va jeter un œil au programme de demain. Ce sera le groupe D qui sera à l'honneur. Le Ghana face au Mali. La rencontre est prévue à 17h à Port-Gentil. Un petit peu plus tard, en début de soirée à 20h, ce sera l'Égypte face à l'Ouganda. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce journal de l'Afrique. Vous restez sur France 24, l'information continue.